Allez, bah, sur mon PC et voilà. Top. Bon, écoute, on va attendre quelques minutes, le temps que les quelques participants, terminent de déjeuner. Mmh. Et donc, nous allons parler de containers. Vaste sujet. C'est ça, exactement. Donc l'idée, c'est effectivement que tu nous présentes un petit peu les différentes solutions, que l'on peut trouver sur Azure, leurs avantages, potentiellement leurs inconvénients pour certains services, Mmh. ou en tout cas, si on ne parle pas d'inconvénients, de certains qui ne correspondent pas à certains cas d'usage, en tout cas. Exactement. En plus, on a eu un peu d'actualité récemment, donc c'est bien sur le sujet. Ouais, 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 c'est il y a 15 jours, je crois, il y a eu, une flopée d'annonces, Ouais, il y en a assez souvent. Alors, et 4 invités pour l'instant. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous nous entendez correctement? Déjà pour commencer. N'hésitez pas à le mettre dans le chat, ou vocalement. Je sais pas si tu autorisé vocalement à tout le monde de parler? Oui? Ouais, ouais, ouais. Je revérifie quand même, mais en général, oui. C'est plus pratique quand on veut échanger. Ouais, ouais, c'est bon. Bah, écoute, je te propose de commencer juste, Imad, Jonathan, Olivier, Franck, est-ce que vous nous entendez correctement? J'entends Stan, Stan m'entend, mais vous, est-ce que vous nous entendez? Alors peut-être les autoriser à parler, en fait. Ouais, c'est mieux. Moi, j'ai plus la main pour le faire. Ah, donc c'est moi qui ai la main, donc C'est toi le maître, d'accord, donc tout le monde est en mute, ça c'est bien, enfin ou pas. Et sinon, bah, n'hésitez pas dans le chat à dire si vous nous entendez ou pas, sinon on risque de se sentir seul. Imad, je vois que tu as enlevé tu désactivé le micro, du coup, tu nous entends correctement? J'ai mis un doute à la capacité des gens de nous entendre, s'ils nous répondent On, pas. on vous entend. Ah OK, Ah super. d'accord, Allô, OK, allô, bon. allô? Vous m'entendez ou pas? Ouais, Ah bah, Ouais. c'est mieux, voilà. Il y a des gens qui Ah, ok, parlent. depuis tout à l'heure je parlais en fait. Bonjour à Moi, tous. Ah pareil. ouais, bah, c'est pour ça, bah, voilà. Ouais, on était bloqué, ok. Et le chat ça fonctionne pas, c'est pour ça j'ai pas pu. Et le chat ne fonctionne pas, tiens, c'est Non, il est intéressant. désactivé, oui. Ouais. Ah bah, voilà, eh oui, everyone. Désolé, Ah, moi je suis pas cool. utilisateur de Teams. pas de souci. Quoi, Arnaud, je te parlais sur Teams. Hein. Oui. Ah, j'ai même pas vu. J'ai même Ouais. pas vu. Ok, ok. Bon, Voilà. du coup, l'idée, c'est donc merci à tous. Aujourd'hui, on se fait un petit Azurex sur les solutions de conteneurisation sur Azure. Et quoi de mieux que d'inviter un expert sur le sujet. J'avais proposé il y a quelques semaines à Stan de participer. Il a gentiment accepté, donc à lui de nous expliquer, de nous donner envie d'utiliser les services de conteneurisation sur Azure, voir ce qui est intéressant, ce qui l'est peut-être un peu moins. Et vous voyez un t-shirt derrière, donc l'idée c'est pas de vendre mes t-shirts, c'est juste que si vous êtes attentif, à la fin, nous poserons une question. Stan va évoquer un certain nombre de choses. Nous poserons une question et aux 2 personnes à qui, trouveront la réponse le plus rapidement, on leur offrira
un petit t-shirt. Voilà. Donc, Stan, je te laisse du coup la piste. N'hésite pas si besoin. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partir. Déjà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à tout moment, hein, mais je vais vous partager mon écran et puis je vais simplement aller me faire un petit tour dans l'interface d'Azure. Euh, C'est vrai que voilà. c'est Hop. souvent plus sympa de faire une démo que d'avoir des slides. Ouais, alors j'ai les deux, mais j'en ferai pas de slide hein, parce qu'on fait suffisamment tous. Hein. Hop, voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, je ne vais pas faire forcément une démo en CLI, mais s'il y a besoin, je pourrais y aller en CLI. Moi, je vois pas l'écran. Je sais pas si les autres vous voyez ou pas. Non, pas Ah oui, encore. parce que j'ai Ah, pas encore cliqué sur le bouton. Ah, Alors, je suis désolé, je suis pas habitué à l'interface de Zoom. Je fais du Teams tout le temps. Et, là, c'est bon. C'est bon. et ben voilà, ok, on y arrive, on y arrive. Bon, ce sont tous les outils, mais voilà. Donc, on va aller commencer, on va dans le portail. Tiens, on va aller ici. D'accord. Donc, dans Azure, en fait, donc les containers, c'est pas vraiment nouveau comme sujet, dans le sens où ça fait déjà au moins depuis 2016 qu'on en entend massivement parler. Nous, on a commencé, alors, pour la petite histoire, vers 2016 à peu près, on a commencé à avoir des services de containers dans Azure. Alors, le tout début, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait une extension machine virtuelle d'Azure. Et cette extension machine virtuelle, en fait, il venait simplement installer en gros la Docker CLI et le Docker Host, le moteur Docker, hein, plutôt le Docker Engine, sur une machine virtuelle Linux. Et puis à partir de là, on pouvait déjà commencer à faire des containers. Ensuite, on a commencé à avoir un service qui s'appelait ACS, l'acronyme d'Azure Container Service, et qui était ni plus ni moins qu'une sorte d'assistant qui créait, générait, entre guillemets, un template ARM pour déployer, à l'époque, en fait, on parle de 2016-2017, les 3 orchestrateurs qui étaient sur le marché, ou sur lequel, en gros, le consensus n'avait pas encore été fait de qui allait gagner. Et donc, on choisissait en début d'assistance si on voulait une base orchestrateur sur une base de Mesos, avec donc du DCOS de chez Mesosphère. Soit on pouvait déployer un cluster Docker Swarm, soit on pouvait faire alors un peu après, on a pu faire un cluster Kubernetes. Bon, l'histoire a montré finalement à la fin, finalement, il n'y en a qu'un seul qui a demeuré. Mais en fait, c'était vraiment le début où on commençait à avoir des ressources de type container. Maintenant, on en a pas mal. Si en fait, vous allez dans la console d'Azure, et pour chercher ne serait-ce que containers, et que vous regardez la partie service, eh bien, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de choses. Donc, on a Container Apps, on a les app plans, on a Function. Alors ça, c'est un petit nouveau, j'en parle tout à l'heure. On a Container Instance, on a les registries, bien sûr, on a Kubernetes. Et puis, les app services qui vont avec les app plans. En fait, là, la liste, elle n'est même pas tout à fait exhaustive. Donc, aujourd'hui, si on faisait le panel complet, si vous avez une application container, vous voulez l'exécuter, où est-ce que vous pouvez l'exécuter? Donc, première chose, vous pouvez l'exécuter dans une VM sur laquelle vous installez vous-même le moteur Docker. Donc, la fameuse extension dont je parlais tout à l'heure n'existe plus à ma connaissance aujourd'hui. C'était le début, voilà. Donc, désormais, l'option la plus simple pour déployer un container, c'est container instance. Donc, container instance, c'est ni plus ni moins que, en gros, je suis désolé, ma fille crie derrière. C'est ni plus ni moins en fait qu'un Docker as a service. Donc, on a une infrastructure qui attend de recevoir des containers. Et puis, vous dites, voilà, je veux déployer un container. Donc, vous créez une instance. Alors, on va mettre ça dans un ressource group. On va l'appeler démo. Je ne sais pas s'il existe déjà. Voilà. On va donner un nom au container. Stan 1. On choisit l'endroit où on va le déployer. Et puis là, on va chercher le container. Alors, soit on a des images, des quick start pour tester le service, soit on peut aller dans une Azure Container Registry, ça j'en parle tout à l'heure, mais c'est une Docker Trusted Registry as a service. Soit on peut choisir n'importe quel registry Docker, et puis donc on va mettre simplement le nom de la registry. On peut également taper, si on précise rien, en fait, il va aller dans le Docker Hub. Donc là, si je marquais par exemple Nginx, en fait, il ira tout seul chercher comme un grand l'image Docker Nginx dans le Docker Hub. Ici, on a le choix des images dans ce service-là de containers Linux ou containers Windows. Containers Windows sont, on va dire, proportionnellement moins utilisés que les containers Linux.
Mais il y a des cas en fait où c'est intéressant d'en avoir. Et puis ensuite, on va simplement choisir le gabarit, la taille de puissance qu'on va affecter à ce container. Donc vous voyez qu'on peut aller de 1 à 6 CPU jusqu'à 56 Go de RAM. Si on commence à mettre des GPU, les limites vont un peu plus loin. Vous voyez qu'on peut avoir 112 Go de RAM pour un container. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas. On pourrait même aller à 448 si on mettait 4 VCPE, 4 GPU dessus. Est-ce bien raisonnable? Probablement non, mais dans certains traitements, ça pourrait s'envisager. Bref. Donc on est d'accord que sur ce service-là, on n'a absolument pas d'orchestration. Non, on est sur un service relativement basique qui va démarrer un container. Le container peut être exposé publiquement ou peut être exposé de manière interne. Donc, on choisit ici la manière dont on va exposer le container. Et puis on peut avoir l'option de node, parce que c'est peut-être un container simplement qui va faire un traitement et qui n'a pas besoin d'avoir une connectivité. Après, Ensuite, ouais. on peut poser des questions ou, Mais on, vas-y. on peut faire du Docker Compose, genre des petits microservices ou c'est possible ça ou Ouais, pas? ouais, alors tu peux faire ce qu'on appelle des groupes de containers. Donc c'est plus ou moins un équivalent de Docker Compose. On n'a pas le support ici dans ce service-là, à ma connaissance, de Docker Compose. Dans un autre service, on l'a, où on peut venir avec son Docker Compose. D'accord, Mais voilà, donc là, le service, il est assez, on va dire, assez basique. On choisit les basique, oui. politiques de restart, et puis on fait passer les commandes qu'on fait passer à son container, rien d'extraordinaire là-dessus. Et puis après, si on a des gestions de clés, on peut dire les clés, elles sont gérées pour le stockage de tout ça, soit par Microsoft, soit par le client. On met des petits tags Azure parce qu'il est de bon ton de mettre des tags d'Azure quand on fait un peu de FinOps notamment. Donc, allez, je vais en mettre un parce que je me suis imposé désormais de faire des choses propres. Voilà. Et puis on envoie tout ça. Donc là, il fait une petite validation que tout marche bien, et puis on fait create. Comme un grand, il va aller faire le Docker pool de l'image depuis Docker Hub, et puis ensuite, il va faire simplement un Docker run avec les paramètres qu'on lui a passés. Donc là, je ne vais rien passer parce que j'ai simplement spinné un Nginx, mais vous avez compris le principe. Alors, on va le laisser tourner, on viendra dessus tout à l'heure. L'autre service dans les containers, donc ça, c'est le service le plus simple. Voilà. Globalement, container instance, vous avez besoin de rapidement tester quelque chose, c'est une bonne option. On a également dans la partie container, si vous avez juste un petit serveur web, par exemple, simple, mais vous voulez un peu plus de fonctionnalité, un peu plus de mécanique de scaling, sans pour autant rentrer tout de suite dans des choses un peu plus complexes comme Kubernetes, etc. Les app services, les web apps permettent de faire ça. Donc une app service, en fait, c'est un des services les plus vieux d'Azure, parce qu'il fait partie des 5 historiques, et il permet de déployer des applications web, mobiles ou des API assez simplement. Donc là encore, rien de très compliqué là-dessus. On va aller prendre notre répertoire. C'était container, je crois que je l'appelais. Je ne sais même plus comment je l'appelais. Alors j'ai les mots, probablement. Oui. Des mots. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler Stan 1. Personne n'utilise Stan 1 donc, dans ces websites. Et puis ici, historiquement, on venait avec du code dans ce service-là, entre guillemets, du code dans un package. Maintenant, on peut venir avec un container Docker, là encore, container Linux, container Windows. On choisit l'endroit où on veut déployer tout ça. Et puis là, il va vous créer un service qu'on appelle un app plan, c'est pas très gênant. Là, pour le temps que je vais faire tourner, je m'en moque, je vais le laisser. On va peut-être changer la taille, c'est un petit peu trop quand même. P1, V2. Allez, hop. Je suis gentil là. On choisit la résilience de tout ça. Donc derrière un app plan, en fait, on a un ensemble de machines virtuelles qui sont gérées par Microsoft, que vous ne voyez pas ou vous ne managez pas plutôt. Mais derrière, en fait, dans la web app, en fait, on va au-delà de simplement des machines, leur résilience et leur scalabilité, on va avoir plein de mécaniques additionnelles telles que l'activation automatique ou la réception automatique de certificats, le backup, la gestion de slots de déploiement quand on va faire des montées de version, de l'intégration pour les images en CI/CD, etc. Là encore, on choisit son container. Donc là, on peut prendre effectivement un single container ou un Docker Compose. Donc ça, c'est suite à la question qu'il y avait tout à l'heure. Le Docker Compose, il est en preview depuis des années. Je ne sais même pas si un jour il ira beaucoup plus loin. Mais voilà, bon, il existe ici. En tout cas, on peut venir avec. Si je prenais un single container, là encore, je peux prendre le Docker Hub directement, une Docker Private Registry, faire une image de Quick Start pour tester. Par exemple, là, moi, j'ai une Docker Trusted Registry, normalement, ici. Et dedans, voilà, j'ai mis qu'une seule image de container, on va prendre celui-ci. Et puis là, je peux lui envoyer après des commandes pour démarrer, comme un Docker Run, et rien d'extraordinaire.
Partie networking, là encore, on peut choisir d'injecter ou pas dans un réseau virtuel d'Azure de manière privative le service. Voilà, je m'en moque un peu ici. Et puis après, sur les parties monitoring, là, c'est vraiment des fonctionnalités liées au web app. Le container n'est qu'un moyen de déployer une web app. On peut activer ou pas notre APM derrière. Là encore, on met les tags, on essaie de mettre des tags. Je vais là encore m'imposer à moi-même d'en mettre. Voilà. Et puis on valide le tout. Là, donc il va nous faire un deuxième. Donc il va créer 2 services. Là, il va me faire une erreur parce que j'ai dépassé mes quotas. Et oui, ça va vouloir prendre des machines qui sont chères. Donc c'est pas très grave, on va le changer de suite. Je vais prendre à la place un quota plus petit. Est-ce que j'ai des choses? Ouais, ça ira très bien, ça. Donc tout ce que je vous montre graphiquement, bien entendu, on peut le faire en ligne de commande, on peut le faire en API REST directement, on peut le faire en infrastructure as code avec du Terraform. C'est juste que l'avantage du graphique ici, ça permet de bien expliquer ce qu'on a derrière. Voilà. Donc là, ça, c'est un deuxième moyen, c'est un deuxième service pour déployer des images de containers. C'est un service que j'ai tendance souvent à recommander quand je vois un partenaire ou un client qui arrive et qui dit nous, on a des containers, on va faire du Kubernetes, tout ça, etc. Puis je leur pose la question, mais vous connaissez Kubernetes? Ah non, non, mais et du coup, je leur dis, vous en avez vraiment besoin tout de suite? Donc voilà, dans les modernisations applicatives, des fois, si c'est juste pour faire tourner un petit site web ou quelques API, etc., et qu'il n'y a pas des besoins très spécifiques qu'on peut effectivement faire avec Kubernetes, parce que c'est très puissant, parfois, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir la complexité d'un service tel que Kubernetes au sens large? Bon, voilà. Donc là, D'autant plus, pardon Stan, ouais. que par rapport à l'ACI, conteneur instance, le mode conteneur en app service propose la mise à l'échelle. Ce qui est quand même Ouais. super pratique si on peut avoir une petite application, mais qui peut être à un moment absorber un peu de trafic. Donc on peut avoir la mise à Mmh. l'échelle horizontale, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et puis même c'est tout bien packagé en termes d'interface, il y a des slots de déploiement, enfin, c'est des choses qu'on sait faire avec du Kubernetes, mais c'est juste qu'il y a un peu plus de travail derrière. Et voilà, donc c'est vrai que ce service-là, il a l'avantage d'être un service qui est très mature en fait, parce qu'il a été créé à l'origine d'Azure il y a donc 2008-2010. Et bon, il a évolué dans le temps, effectivement, on n'avait pas les containers au tout début, mais globalement, c'est un service qui a fait ses preuves, qui est beaucoup utilisé. Donc, il y a également, c'est-à-dire un support derrière qui a beaucoup d'historique et de maturité aussi, donc ça aide. Donc, si on allait voir nos ressources, on va aller. Donc là, mon service a été démarré. J'ai une URL, je peux aller la checker. Et là, je devrais avoir, si c'est bien démarré, je devrais avoir une image très impressionnante d'un pod. Normalement, peut-être. Mais on voit effectivement qu'ici, on a ces notions de slots de déploiement. Bon, ça, c'est très simple à faire dans des environnements Kubernetes, mais là, c'est encore plus simple ici, dans le sens où là, on déploie X slots et puis après, on répartit le trafic de manière automatique. On a le Deployment Center qui peut nous faire ici. Question rapide, par rapport Ouais. au slot, on peut le faire sans conteneur, ça aussi, non? Oui, bien sûr, oui, c'était historique. C'est juste que dans le monde Kubernetes, c'est assez Oui. naturel ce truc-là. Mais oui, ça, on sait le faire depuis très très longtemps dans les web apps. Mais du coup, voilà, ça marche pour les containers, les applications web app en container ou pas en container. Mais c'est vrai que bon, le packaging de tout ça, c'est quand même plutôt bien fait, quoi. Après, Voilà. ma question initiale, c'est moi, les WABA, par exemple, j'ai une API .NET Core, par exemple. Ouais. Pourquoi je la déploierais en conteneur sur une web app alors que je peux le faire Ah, directement? Juste pour comprendre. alors, enfin, le container, en fait, pour moi, il a le côté intéressant. Alors, le fait de packager l'application dans un container, c'est juste du Mhm. packaging. Et après, c'est juste un choix de plateforme où on veut le déployer. Donc, le fait de le mettre en container le rend entre guillemets un peu plus agnostique d'une plateforme par rapport à un package spécifique qui serait fait pour les web apps. Après, enfin, je veux dire, si l'application, enfin, si le but est de choisir une web app à la fin, bah, qu'elle soit en container ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le container a l'avantage de pouvoir après se dire, aujourd'hui, je fais mon application, elle est sur du web app. Après, je vais le mettre sur du Kubernetes, je peux le faire. Je vais le Ouais, mettre peut-être sur pour d'autres migrer, services. ça peut être intéressant. Oui, Ouais, pour avoir la facilité après de redéployer ça sur d'autres environnements. Moi, je bosse avec des éditeurs effectivement. logiciels, par exemple, qui opèrent Mhm. des plateformes SaaS, mais qui, des fois, doivent déployer leurs solutions chez leurs clients. Le côté container est intéressant parce qu'il se pose à peu près n'importe où, quoi. Voilà. À tout C'est moment, ils surtout peuvent pour ça. changer. Ouais. Ok, ok, merci. Là, pareil, effectivement, on a plein d'options sur la partie certificat, etc. Donc,
la web app, c'est un bon choix quand on n'a pas, entre guillemets, plein de microservices et qu'on a quelques sites web ou quelques API à exposer, rien de très compliqué. Bah, ça répond bien au sujet. Si je revenais Surtout quand on n'a pas d'expertise sur du cube. oui, parce qu'en fait, enfin, là encore, les gens qui passent au monde du container, le début de l'histoire commence au moment du côté des développeurs qui doivent packager et faire une application en container. Puis après, il y a le choix de la déployer et puis il faut des gens qui soient capables d'opérer après du container en production. Et pour le coup, si les gens savent déjà gérer par exemple une web app avec les packages d'origine, que ce soit en container ou pas en container, ça ne change pas grand-chose. Le service, il est le même. Après, ça laisse le temps de passer sur des choses un peu plus évoluées comme Kubernetes, mais Kubernetes n'est pas un passage obligatoire, hein. Donc, bon, là, j'ai mon application qui, je sais pas ce qu'elle tourne, mais voilà, elle devrait arriver. Et puis, ici, là, j'ai la container instance qui a été démarrée tout à l'heure, qui a une IP ici, parce que je ne lui ai pas donné de nom, bien sûr, parce que je n'y ai pas pensé. Et oui, je sais pourquoi celle-ci, elle n'a pas démarré. C'est que je n'ai pas donné les droits, en fait, d'aller chercher sur la registry. Donc, c'est voilà. L'image. J'ai pas donné le droit à mon Azure Container Registry, donc c'est un peu bête, mais et d'ailleurs, il aurait dû me le dire, c'est un peu stupide. Donc, Après, il n'y a pas un effectivement, problème dans la CI pour récupérer l'image en private endpoint. en private endpoint, si, ça peut être généralement. Là, je vais bien réussir. J'ai des soucis sur ça. Je n'étais pas le seul, hein. Ouais, alors la CI, c'est pareil, c'est un service qui est relativement simple, effectivement, il n'y a pas d'orchestration derrière. Et aujourd'hui, il n'y a pas des tonnes d'évolution sur la partie CI. Donc là encore, il y a des fois, D'accord. enfin, moi j'aime bien mesurer un petit peu l'usage comme ça sur les Hmm. adoptions des services. C'est la web app, elle est massivement adoptée parce qu'il est historique. Container Instance est un peu utilisé, mais factuellement, maintenant, depuis qu'on a AKS et les options d'autoscaling d'AKS, la CI porte un peu moins son intérêt. Donc bon, c'est vrai que fonctionnellement, il n'y a pas des tonnes d'évolution ces temps-ci sur Container Instance, pour être tout à fait clair. Ah, ce qui est bizarre, ils Ouais, supportent private endpoint, mais ils ne fonctionnent pas avec l'ACR. Mais bon. Ouais, bah, des fois, il y a des trucs, il y a encore des choses qui sont en train de se déployer, c'est peut-être pour ça aussi. Après, dans les services de container, alors un qui est vachement intéressant, qui est pour moi au tout début de l'histoire, c'est Azure Container Apps, c'est celui-ci, qui va être un service qui va se situer, fonctionnellement parlant, entre une web app et un cluster Kubernetes. Derrière une container app, en fait, donc c'est un service qui est 100% managé par nous, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. D'ailleurs, on le vend comme un service serverless, hein. Alors, serverless dans le sens, vous ne voyez pas les serveurs, mais ils sont bien présents derrière, hein. Mais je voulais montrer juste j'aime bien la description sur la page web du site de Microsoft, ça résume bien le truc en fait, hein. Voilà, donc application moderne et microservices en mode serverless. Donc ça veut dire que ça, vous ne voyez pas l'infrastructure sous-jacente, mais l'infrastructure sous-jacente, on la décrit, on dit ce que c'est derrière, hein. Donc derrière tout ça, en fait, on a du Kubernetes, hein, sans se redouter. Donc on a du Kubernetes derrière, et en fait, le Kubernetes n'est pas accessible par nos clients, donc l'API serveur n'est pas accessible. Et dans ce Kubernetes, nous, on a mis différentes briques pour pouvoir rendre le truc super utilisable et super enfin super bon en termes d'autoscaling. Donc on a un Kubernetes, on a toute la partie ingress et la répartition de trafic, elle est gérée par de l'Envoy, donc qui est un reverse proxy à la CNCF fait par Lyft. La partie scaling événementiel, event-driven, on a mis du KEDA, donc Kubernetes Event-Driven Autoscaler, qui est un projet à l'origine, un coprojet Microsoft Red Hat, et maintenant il est open sourcé la CNCF. On a le support de Dapper également derrière, qui permet également de déployer des applications avec des sidecars, etc. Et donc, ce service-là, il est vachement intéressant parce qu'en gros, il permet de faire à peu près des choses assez classiques qu'on fait dans du Kubernetes, mais sans avoir à gérer l'infrastructure de Kubernetes. Et du coup, la facturation de tout ça, elle est faite vraiment en mode serverless, dans le sens où on fait payer des vCPU secondes, des vCPU de la mémoire à la seconde également, et puis un nombre de requêtes, sachant que si vous voulez évaluer le service, vous voyez que vous avez déjà un quota gratuit, entre guillemets, qui vous permet déjà de le tester sans avoir à payer rien du tout. Et on sait, grâce à KEDA, on sait scaler également à 0. Donc si un service ne reçoit pas de requête, eh ben, on sait carrément le mettre en scale 0, et donc il n'y aura pas de conteneur démarré derrière. Donc ce service-là, il est assez intéressant, il est encore assez jeune.
Et donc, globalement, comment il fonctionne? On crée, quand on crée une container app, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un environnement. Et un environnement, alors si mon truc a changé. Donc un environnement, ça correspond en gros à un réseau virtuel et à un puits de log, Logspace Work Analytics. Et cet environnement-là, va permettre de mettre une ou plusieurs applications à l'intérieur. Donc, dans la terminologie, ça sera une ou plusieurs container apps. Et là, aujourd'hui, décidément, le portail a décidé de bien m'embêter. Après, niveau adressage, là, il acceptait de mémoire 500 IP, enfin le minimum. Il y aura des améliorations sur ça? Alors, il y aura toujours des améliorations en fonction de l'offre et la demande, là encore. On est d'accord, on est d'accord. Le service, donc comme je dis, les jeunes, il est arrivé en mai, en mai 2022. Donc voilà. Décidément, là, hop, voilà. Et donc là, bon, globalement, il y a des nouveautés qui sont en train d'arriver. Et puis, si on regarde le GitHub officiel, il y a quand même pas mal de. Le portail, il est bien là aujourd'hui. Il y a pas mal d'issues qui ont été levées et pour le coup, les gars, ils ont du boulot, quoi. Ouais, c'est Ils normal, ont c'est normal, il vient de démarrer, ah, hein. il vient de démarrer, je sais le non, en fait, c'est tout mon service là qui merde. Bon, moi, Non, le portail n'est pas en forme aujourd'hui, hein. J'ai ouais, monté aussi. ça arrive toujours quand Ouais. on a une démo, hein, c'est un peu embêtant. Voilà, il veut bien revenir, merci. Donc, je disais, donc on a un environnement et sur un environnement, on va déployer une ou plusieurs applications. Donc, vous voyez un environnement un petit peu comme un cube, ou comme un autre pool dans AKS. Et dans cet environnement-là, si on met plusieurs applications, bah, ces applications pourront se voir dans l'environnement et partageront également le même puits de log. Et ensuite, une fois qu'on a un environnement qui est créé, eh bien, on va déployer des applications à l'intérieur. Et donc les container apps correspondent effectivement, basiquement, en gros, à des déploiements, dans Kubernetes. Donc on va donner, une ou plusieurs images de containers, parce qu'en fait, on a cette notion de pod. Et puis ensuite, on va donner, si on a des secrets, on les fera passer, ici. Et puis ensuite, on va définir ces règles de ingress. Est-ce qu'on veut exposer cette application, publiquement via l'ingress public ou localement, en interne? Et ensuite, le côté intéressant, ça va être la notion, donc, du coup, une application va contenir un ou plusieurs containers, comme un pod contient un ou plusieurs, containers. Donc du coup, cette application lui fait passer, une certaine quantité d'allocation de ressources, donc en gros l'équivalent des requests et des limites dans le monde Kubernetes. On lui fait passer des variables d'environnement quand on en a passé, on lui définit des health probes, et là, ceux qui font du Kubernetes, ça ne va pas les choquer, hein, c'est les health probes de Kubernetes, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, l'application choisit de la faire scaler, avec, là encore, un nombre de réplicas minimum, maximum. Vous voyez qu'on peut scaler à 0 parce qu'on a du KEDA, derrière, mais ça, on pourrait tout à fait le modifier, hein, et aller prendre, son container et aller, changer les valeurs. Donc là, c'est les fprobes, l'environnement, et puis changer ici les gabarits. Voilà. Et le scale, il est là. Et donc là, on peut dire, voilà, minimum, j'en veux 2, etc. Je ne vais pas le modifier. Et donc là, il y a une ségrégation complète entre les différents environnements qui sont La, créés. la ségrégation est au niveau de l'environnement. L'environnement correspond à un VNet. Donc, c'est aussi isolé qu'un VNet, parce que c'est un VNet, en fait, tout simplement. Et donc, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la notion de révision. Donc là, la notion de révision dans une container app correspond, à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les web apps, qui étaient les slots de déploiement. C'est à peu près la même chose, sauf que tout à l'heure, dans les web apps, on parlait d'une image de container, pour un déploiement. Alors que là, on peut parler de plusieurs images de containers parce qu'on est sur la notion de pod. Donc, c'est-à-dire, potentiellement, plusieurs containers au sein d'un même pod. Et là, on va avoir exactement la même mécanique, la même mécanique qu'on a dans Cube et qui ressemble du coup un petit peu à la partie deployment, qu'on a dans les deployment slots qu'on a dans les web apps. Donc là, mon application, là, par exemple, elle tourne cette première révision, cette première version, elle tourne avec 100% du trafic dessus. Mais après, je pourrais dire, je ne vais pas avoir une seule révision à un moment donné. Je vais en avoir plusieurs. Et après, si j'en ai plusieurs, eh bien, je vais pouvoir rendre ou pas actives certaines révisions. Et du coup, après, jouer sur le traffic splitting, la répartition derrière. Donc, là, je n'en ai pas dans mon exemple ici, je n'en ai pas mis des nouvelles. Faire le canary deployment et tout. Exactement. En fait, c'est fait pour Ouais. ça, faire de l'A/B testing, du canary, du Mhm. blue green. On fait ce qu'on veut derrière.
Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Là, enfin, tous ceux qui ont déjà fait du Kubernetes retrouvent leur petit dedans, hein. C'est juste que là, c'est packagé pour vous, hein. C'est le côté intéressant derrière. Pareil, on a la notion de secret ici, qui vont permettre, par exemple, d'aller connecter ici une Azure Container Registry, là où j'ai mon pod qui tourne. Mais je peux mettre d'autres secrets derrière. Alors, la partie intéressante de Container App, c'est la partie authentification. En fait, on est capable de déployer un middleware entre le Ingress Controller et l'applicatif. Et donc, on peut en fait gérer l'authentification à l'application avec des providers, on va dire, assez classiques, voilà, type Microsoft, Facebook, Google ou autre, hein, ou GitHub même. Et donc, en fait, quand on arrivera sur l'application, on passera par ce middleware qui va demander une authentification pour pouvoir aller à la suite. Donc ça, c'est un moyen aussi assez élégant, assez simple pour ne pas avoir à réinventer la roue dans des petites applications. On veut quand même une authentification derrière. On a intégré également dans la partie continuous deployment la capacité en fait de générer automatiquement des workflows dans GitHub, donc l'équivalent des pipelines. Donc, il suffit de se signer en GitHub, de préciser, de remplir en gros où est stockée son image de container dans une Azure Container Registry ou une autre registry, donner son nom, quelle image on a, comment elle va être taguée, donc là, généralement, enfin taguée avec le SHA-256, pardon. Préciser un compte de service qui aura le droit de déployer des choses et automatiquement, en fait, le fait de passer cet assistant, il va vous créer un workflow dans votre repo GitHub et automatiquement en fait le configurer en mode un déploiement continu. Donc tout changement, toute nouvelle image qui arrivera déclenchera après le déploiement. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez bien à faire. On retrouve après les choses assez classiques. On a les métriques et les logs, c'est rien d'extraordinaire. Et puis on peut également voir sur chacune des interfaces, récupérer toutes les métriques, hein, rien de bien fantastique là-dessus. Donc une container app, elle a une URL et puis également on peut lui mettre une URL custom et on peut mettre également des certificats SSL. Il faut juste des certificats au format SNI. Et puis à partir de là, après on a tout, hein, on a le monitoring de l'ensemble quand il y a des choses qui tournent. Je ne sais même pas si j'ai mis des choses là qui tournaient. À la différence d'AKS où il faut Ouais. définir une release spécifique, là, je vois qu'on n'a pas à le faire, c'est géré complètement en amont. Alors, Donc, si tu l'automatises, tu n'as pas de release à faire, mais globalement, en général, tu vas avoir ce qu'on appelle des révisions. C'est-à-dire que là, j'ai une application dans sa version X. C'est à moi après de redire, là, j'ai une nouvelle image, ce sera ma nouvelle révision, et puis ce sera ma nouvelle révision qui sera active, et comment je vais splitter le trafic dessus. Donc là, après, c'est un choix qu'on peut faire. je me suis mal exprimé, je parlais des releases Kubernetes. Ah Je oui, parlais des releases Kubernetes. là pour le coup, c'est un service qui est ultra managé dans le sens, le portail il est en carafe, dans le sens où l'infra qui est derrière, tu ne t'en préoccupes pas, tu ne sais pas quelle est la version de Kubernetes qui est derrière en fait, hein, pour être tout à fait clair. Alors en fait, quand on regarde le détail derrière, donc là, je vous ai montré un peu graphiquement, mais en fait, il faudrait que je le fasse en ligne de commande. Il faudrait que j'ouvre mon pense-bête à côté. Alors je vais m'ouvrir un pense-bête à côté, bougez. Parce que, du coup, c'est bien l'interface, mais alors sinon, des fois, j'utilise le portail preview aussi, qui est bien aussi. Encore une fois, on voit là que tout est fait pour simplifier le taf des utilisateurs sans forcément derrière avoir une grosse expertise sur Kubernetes. Ouais, alors il faut quand même connaître un petit peu. C'est mieux de connaître les règles du jeu de Kubernetes Oui, bien sûr. parce que ça reste des pods derrière. Donc si on a la notion de pod, c'est un peu embêtant, mais ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas à se poser quand on a du Azure Container App. Non, vraiment, là, les portails ils sont partis. Surtout au niveau RAN, c'est là où il y a le gain, non? Le gain, ouais, c'est que tu n'as pas à Par rapport gérer à AKS. les montées de version d'AKS, tu n'as C'est ça, pas à gérer le patching s'il y a du patching à faire. On exactement. s'en occupe pas. Voilà. L'équivalent chez AWS, c'est Fargate, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une approche un peu serverless. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on parlait des choses qui n'étaient pas terribles. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est la méthode de facturation parce qu'elle est complexe en fait et elle n'est pas adaptée à la plupart des gens. C'est-à-dire que si on vient expliquer, voilà, la facturation, ça va se compter comme ça. Alors, j'étais sur le pricing, voilà, on va chercher pricing là, du coup. J'étais sur Azure Container App. Pricing. Calculatrice, je crois qu'il me démarre la calculatrice. Voilà, c'est ça. Voilà.
Voilà, on va faire payer effectivement la seconde de VCP consommée à la mémoire et puis au nombre de requêtes. Donc ça, c'est bien, c'est ultra granulaire, c'est aussi granulaire qu'une Azure Function, qu'un Lambda ou etc. Le seul truc, c'est que quand on a des gens qui, enfin souvent, hein, les clients, ils se tournent vers des partenaires et ils disent voilà, on va monter une solution, ça va me coûter combien? Bah, ça dépend. Ouais, mais ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de l'usage derrière, parce que là, pour le coup, on aligne vraiment entre guillemets sa facture à son usage. Et du coup, bah, si on n'a pas de métriques, si on n'a pas de données derrière, bah, l'estimation pour faire un budget, il est compliqué. Voilà. Et du coup, Mais ça, c'est un problème de cloud, ça, c'est le problème de la facturation de manière ultra fine, quoi. si on scale down jusqu'à 0 avec Keda, là, Ouais, on est d'accord, on paye rien. ouais, exactement. Ok. Donc, c'est intéressant pour des architectures où effectivement, on sait que potentiellement, on a des microservices qui vont s'arrêter Hmm. parce qu'effectivement, ils ne sont pas utilisés. Et donc là, l'intérêt, c'est que bah, quand ça scale à 0, il n'y a plus rien qui tourne. Et donc, Ok. on ne paye rien. Voilà. Donc, Alors, tu viens à scaler à 0 et tu viens à recevoir une requête. Ta requête, elle n'est pas traitée ou elle est bufferisée quelque part pour Ça dépend de ton pouvoir image, la. hein. Ouais, elle va être bufferisée, parce qu'en fait, c'est de l'event driven, tout ça. Donc, la requête va arriver et puis ça va déclencher le démarrage arrière. Donc, ce sera un démarrage froid, on va dire. Donc, c'est pas idéal, mais il y a plein de cas où on n'a pas besoin de payer. C'est pas très grave la première requête. Voilà. Hmm. Mais ça, c'est une chose d'ailleurs qu'on peut le faire dans du Kubernetes aussi, hein. On peut tout à fait avoir des scales à 0 avec, en installant Keda, hein. Mais bon. Donc, moi, je trouve que le service, il a il faut y penser en se disant peut-être que c'est une bonne option, en plus de la web app, parce que là, on rentre vraiment dans un mode, dans quelque chose qui est très calqué à Kubernetes. Quand on va un peu plus en deep dive, on peut aller on peut aller extraire de la configuration en fait, que vous allez utiliser là. En fait, derrière, c'est du YAML avec des CRD, en fait, donc des Custom Resource Definition de Kubernetes. Et donc, on est capable en fait d'exporter la configuration, d'avoir un YAML, de modifier le YAML et de le réimporter. C'est rigolo, donc je vous montre ça. Voilà. Par exemple, ici, j'ai déjà une application en container app. Et donc, effectivement, on montre la configuration. Donc, on appelle l'application et puis le ressource groupe. On en fait le YAML. On peut aller à l'intérieur, par exemple, modifier le min replica. Parce qu'on va retrouver un YAML qui ressemble enfin, c'est un YAML type Kubernetes. C'est juste que l'objet derrière est un CRD lié à notre environnement. Et on peut le remodifier et venir le réappliquer après en disant, je fais un update. Donc, c'est là, en fait, où on s'aperçoit que on peut, en fait, consommer de manière super simple, voire presque graphique, entre guillemets, un Azure Container App. Si après, on veut aller un peu plus loin dans le détail, on peut aller faire presque l'équivalent de ce qu'on fait dans un Kubernetes. Mais quand on commence à arriver là, c'est peut-être là où on doit se poser la question de est-ce qu'on continue, est-ce que le service nous suffit ou est-ce qu'on a besoin de faire plus de choses? C'est un service très managé, donc la contrepartie à un service très managé, c'est que les règles du jeu sont établies et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, si on regarde le GitHub associé à ça derrière, je ne le connais jamais, hein, donc ça va être le GitHub Azure Container App. Voilà. Ouais, c'est ça. Si on regarde les issues aujourd'hui, il y en a beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui demandent d'avoir des fonctionnalités aussi, parce qu'ils remontent les demandes là-dedans. Et puis du coup là, l'équipe, ils sont été un peu surchargés en fait. Il y a vraiment plein de demandes. Mais là encore, est-ce que le but du service, c'est de refaire tout ce que c'est faire Kubernetes, ce qui ne sera pas possible, ou alors d'essayer déjà de bien faire ce qui doit être fait. Voilà. Donc après, c'est toute la difficulté, je pense, que l'équipe a derrière à faire, parce qu'on demande plein de choses. Par exemple, si on regarde ici au niveau des secrets, c'est dans le service manager, on vous dit tu rajoutes un secret, forme clé-valeur tout à fait classique, comme on le fait dans Kubernetes, sauf que dans Kubernetes, on a quand même tendance à dire d'éviter de faire les secrets directement dans la base de TCD telle quelle, mais plutôt de passer par des secrets externalisés dans un Azure Key Vault, un Vault HashiCorp ou autre, et puis on accède après à ces secrets avec soit par API, soit avec un CSI secret Store Driver. Donc là, par exemple, ici, il n'y a pas d'intégration aujourd'hui entre Azure Container App et Azure Key Vault. Donc il y a des gens qui le demandent. Mais là encore, si on veut pousser le modèle jusqu'au bout et refaire tout ce qu'on faisait avec un AKS, l'équipe, elle ne pourra pas suivre derrière, globalement. Donc,
Donc pour l'instant, voilà, elle essaie d'avancer sur ces trucs. Le service est encore jeune, forcément, il est sorti il y a moins d'1 an. Pour moi, il est assez prometteur et je pense que c'est un bon passage avant d'arriver dans des choses plus compliquées, quand derrière, voilà. Alors là, du coup, effectivement, il y a des choix qui ont été faits, techniques qui ont été faits pour vous, hein, et puis, bah, vous gérez les règles. Dans les autres services, hein, sur les containers où des choix ont été faits pour vous, il y en a un qui est Azure Red Hat OpenShift. Alors Azure Red Hat OpenShift, c'est un OpenShift, fait par Red Hat, supporté par Red Hat, hein, et implémenté dans Azure sous la forme d'un service managé. Donc là encore, c'est, le client ne va pas gérer le maintien en condition opérationnelle de l'Azure Red Hat OpenShift. Il va être plus un consommateur, du service. Et là, pour le coup, un Red Hat OpenShift, par définition, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, de briques techniques à l'intérieur. Par exemple, je sais pas, les reverse proxy, ça doit être du HAProxy, ça n'a pas changé. Les pipelines, ça doit être du Tekton. La registrie, je ne me rappelle plus, mais voilà. Et donc voilà, il y a une certaine architecture qui est bâtie, et effectivement, c'est une plateforme qui est packagée et on ne fait pas tout ce qu'on veut derrière. Et donc là encore, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être figés dans leur choix parce qu'ils veulent faire d'autres trucs. C'est eux qui vont aller sur Kubernetes et faire leur propre course. Mais il y a également des clients qui, eux, ont déjà de l'OpenShift sur site ou qui ont finalement adopté la solution, qui ont l'habitude derrière et qui veulent en fait avoir ce type d'environnement avec moins de contraintes, on va dire, du point de vue infrastructure ou maintien en condition opérationnelle. Et là, du coup, le service, il prend son sens, d'autant qu'il est co-géré, coopéré par Red Hat et Microsoft. Et quand on crée effectivement un cluster de ce type-là, on choisit donc l'endroit où on va pouvoir le déployer, on va donner son nom, etc. Et là, pareil, en fait, on est entre guillemets, on a un certain nombre de gabarits pour les masters et les workers. Et le nombre de gabarits n'est pas extensible, hein, vous le voyez ici, il n'y a pas des tonnes différentes. En plus, j'étais sur les masters, si je ne dis pas de bêtises. Et si je viens sur les workers, j'ai un peu plus de choix, mais si on connaît un petit peu le nombre de gabarits qu'on a dans Azure, on se dit, il n'y a pas tout là, il n'y a pas de série B, par exemple, je ne vois pas de GPU, etc. Effectivement, là encore, c'est les limites d'un service très managé, c'est que ça ne prend pas l'ensemble des possibilités de la matrice parce que ce serait trop compliqué. Et donc, voilà. Alors ça, c'est une option effectivement pour avoir entre guillemets un cluster, vraiment entre guillemets, «géré opérationnel», mais en plus avec les briques, par-dessus, de Red Hat. Et là, on se doute que plus c'est managé et cetera, et là, en plus, il y a de la licence logicielle, ça risque de coûter un peu plus cher. Et là, pour le coup, par contre, ce qui est intéressant pour des clients, c'est que, le client a une seule interface. En fait, quand il a un pépin sur son cluster, il ouvre un ticket au support d'Azure et en fait, sur le plateau, chez Microsoft, on a mixé les équipes de Red Hat et d'Azure. Donc là, pour le coup, les temps de résolution, normalement, ce sont un petit peu plus rapides que de passer par effectivement un éditeur d'un côté et puis un hyperscaler de l'autre. Voilà. Là encore, il y a un gabarit, c'est donné, c'est minimum 3 nœuds. Là, on vous fait payer ici, vous voyez, les VM qui sont les masters. Ça, c'est des choses, par exemple, dans AKS qu'on n'aura pas. Du coup, dans les options, donc, du coup, qui vont arriver après sur la partie container, on en a vu déjà quelques-uns. Donc, on a vu Container App, on a vu Container Instance, App Service. Alors, je ne vais pas citer Function, mais effectivement, on peut démarrer les functions en mode avec une image en container. Je n'ai pas cité Azure Batch également. On peut venir dans de l'Azure Batch et amener son applicatif sous la forme d'un container. Dans l'Azure Machine Learning Service, on peut également amener son code, ces modèles entraînés, donc soit pour faire l'entraînement et générer le modèle, soit pour faire l'inférence sous la forme d'une image de container. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, souvent, effectivement, le raccourci que les gens font, c'est container dans Azure égale Kubernetes. Voilà, pour le coup, effectivement, on sait faire des clusters Kubernetes depuis un certain temps. C'est un service managé, donc alors semi-managé, pour être plus précis, dans le sens où quand vous allez créer un cluster, vous aurez, je ne suis pas dans le bon abonnement, vous aurez, alors le control plane sera un service managé, donc vous n'aurez pas à gérer, entre guillemets, ni à payer d'ailleurs les VM associés à ce control plane. Par contre, les worker nodes, eux, seront bien des VM, pour être plus précis, des VM scale 7. Et ces VM scale 7, en fait, ce sera à vous de choisir le gabarit que vous voulez, la taille, etc. La taille maximum aujourd'hui des clusters AKS, c'est 5000 nœuds.
ce qui est juste une taille, j'appelle moi ça théorique parce que ça n'a pas de sens de faire des clusters de 5000 nœuds. C'est mettre beaucoup d'œufs dans un même gros panier. Mais globalement, on peut là, on a le choix. Là, un cluster AKS, la combinatoire des options qu'il peut y avoir pour le configurer, elle est juste assez énorme, hein. Moi, je le résume toujours avec, je fais beaucoup de mind map, mais si on prend ici un cluster AKS, où est-ce que j'ai AKS? Ici. Voilà, ça, c'est à peu près la matrice des options aujourd'hui pour déployer un cluster. Donc, il y a des options sur la partie automatisation, sur le monitoring, le réseau, la gouvernance, le type de stockage, le type de nœud. Alors, la combinatoire sur les nœuds, elle est assez énorme. Vous voyez qu'on peut avoir des nœuds en 64 bits, en ARM. Sur les OS qu'on peut avoir, donc on peut avoir bien sûr du Linux. Alors, la base, c'est de l'Ubuntu. On peut même avoir une distribution interne Linux fait par Microsoft qui s'appelle CBL Mariner. On peut avoir du Windows Server, on peut avoir des GPU splittables également. Enfin, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'options. Et donc, le contrôle plane est un service managé. Donc, cette petite signalétique là, c'est celle qu'on va retrouver ici. C'est ce petit symbole là, Kubernetes Service. Donc là, vraiment, c'est le contrôle plane que je vois ici. Et là, à partir de là, c'est là où je vais configurer tout et piloter tout mon cluster. Et ça, pour le coup, c'est un service qui est opéré par nous. Donc, en gros, le maintien en condition opérationnelle du contrôle plane, c'est notre responsabilité. Et on en a deux versions, la version gratuite ou la version payante avec un peu plus de disponibilité, hein. La payante, c'est 75 € par mois. Même l'upgrade de la version ou ça, il faut que ça soit fait par, on va dire, par nous, quand on Euh, upgrade un de- cluster? de- alors l'upgrade du cluster, on peut le faire en mode automatisé. Et on choisit dans ce cas-là le cycle de release. Alors là-dessus, dans le cycle de release, on a soit on dit je vais mettre à jour automatiquement les niveaux de patch de Kubernetes, donc les je sais pas 1.24.6 par exemple pour passer à 1.24.8. Je ne sais pas si 1.24.8 existe, mais 1.24.6 il existe. Donc ça, on peut le rendre automatique. Les montées de version mineures, on sait le faire également en automatique. Moi, je l'encourage pas parce que on doit tester les montées de version mineures. Il peut y avoir Ouais, des c'est sûr. config change. Et puis, si vraiment on est des cow-boys super matures, on peut même dire je veux la toute dernière version qui est disponible chez Microsoft. Voilà. Mais ouais, j'encourage pas l'auto, mais on peut le faire. Techniquement, on peut le faire, même si c'est pas Donc, forcément la ma meilleure. question, en fait, c'est on fait le nœud et le contrôle plane, les deux. En C'est fait, ça? alors c'est un peu différent de chez nos concurrents. On va reprendre ici, je vais montrer, ce sera assez simple. Donc, on choisit la taille du cluster, donc on peut prendre les gabarits qu'on a envie. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre un truc qui coûte pas cher. On donne un nom au cluster. C'est un démo 1. Voilà. On choisit la région où il est implémenté. On choisit si on veut le répartir sur différents data centers. En gros, les nœuds vont être répartis sur plusieurs data centers. Donc voilà, on peut faire ça comme ça, parfait. On choisit ici ce qu'on appelle donc c'est la fameuse SKU sur la disponibilité de l'API serveur. Ok, serveur. Donc ça c'est la version gratuite. Et ça, c'est la version payante qui coûte 75 € par mois si on fait tourner 24/7. Voilà. Ensuite, on choisit le niveau d'upgrade. Donc c'est là, effectivement, j'en parlais tout à l'heure. Soit on se met D'accord. en active auto-upgrade, en patch, en stable, en rapide. On peut l'activer également sur les node images. Donc les images en fait des nœuds sont régulièrement mises à jour. Et quand elles sont mises à jour, il y aura les nouveaux binaires au-delà de la partie sécurité. Et on peut choisir automatiquement de dire quand il y a des nouvelles versions, tu me redéploies toutes les nouvelles images. Voilà. Donc ça, c'est des choix qu'on peut avoir de manière automatique. Ensuite, on choisit les gabarits de VM. Alors là, pour le coup, c'est très différent de tous les services que je vous ai montrés avant. C'est que là, en fait, on a toutes les VM du monde. C'est-à-dire toutes celles qui sont disponibles dans Azure, de la très petite à la très grosse. On va regarder celle qu'il m'a proposée. On choisit la méthode auto-scaling, soit manuelle, et là, on fige en disant le cluster va avoir tant de nœuds, il va vouloir, parce que je n'ai pas le quota. Soit on se met en auto-scaling, et on dit je veux entre 1 et 5 serveurs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est là, ici, quand j'ai choisi ici le nœud, ces nœuds-là, c'est le nœud pour le node primaire, qui sera forcément sous Linux. C'est lui qui va contenir que le système et différents autres composants additionnels qu'on peut rajouter par son nœud. Ensuite, on rajoute ses nodes pool, et là, on choisit si on veut mettre des nodes pool, alors là, système ou juste user pour la partie applicative. Et ensuite, on va choisir effectivement si on fait des Linux ou des Windows.
les zones de disponibilité, la taille, là encore. Et puis après, on peut avoir d'autres options, dire par exemple combien de pods on veut limiter par node. Est-ce Mmh. qu'on veut exposer ou pas les IP des nodes? Alors ça, c'est des besoins très spécifiques. Logiquement, on ne doit pas le faire. Mais ceux qui font du gaming, par exemple, enfin nous, on l'utilise par exemple pour Xbox Cloud Gaming pour réduire la latence, tout simplement. Et ensuite, on sait également faire les labels. Donc là, on parle bien des labels de Kubernetes pour faire la labellisation et les teintes également. On va le faire directement depuis les interfaces d'Azure. Ça, on n'a pas besoin. Alors non. Ensuite, on choisit ou pas si on veut. On peut connecter en fait Azure Container Instance comme étant une sorte de virtual kubelet, donc un nœud virtuel. Je ne vais pas le faire ici. On peut chiffrer et on chiffre les disques des OS des workers, soit avec ses propres clés, soit avec celles gérées par Microsoft. Ensuite, sur la partie airbag, on a pas mal de choix. On peut soit faire du airbag tout à fait classique, tel qu'on a dans Kubernetes, c'est-à-dire on peut créer des comptes locaux dans Kube à haut privilège, et après faire le airbag avec les mécanismes traditionnels de Kube. On sait faire également l'authentification avec l'Azure AD, c'est-à-dire que ce qui va permettre de s'authentifier sera bien un compte à Azure Active Directory avec ou sans MFA, etc. Et après, le airbag dans Kubernetes reste le airbag natif. C'est-à-dire quand vous allez créer des role binding ou des clusters role binding, vous allez les faire avec des utilisateurs ou des groupes Azure Active Directory pour l'association. Et puis la dernière option qui est assez récente, c'est d'utiliser l'authentification Azure Active Directory et ce qu'on appelle l'Azure Airbag. Et en fait, on a pré-créé dans Azure des rôles, il y a 4 ou 5 rôles Kubernetes. Et du coup, on fait directement mapper les utilisateurs avec ces rôles et automatiquement, c'est cascadé à l'intérieur du cluster. C'est fait pour vous de manière managée avec les role binding. Bon, généralement, on prend un des deux premiers. Moi, je prends le premier pour mes démos, c'est plus simple. Mais ouais. Côté réseau, alors là, on a 10 000 choses. On peut faire du réseau très simple avec un overlay, un plugin d'overlay qui s'appelle KubeNet. Nous encourage plutôt l'usage d'Azure CNI, Container Network Interface. Et donc là, on va se brancher directement au réseau d'Azure. Et donc, les pods vont avoir des IP dans le réseau d'Azure, généralement. Là, il y a une option qui n'apparaît pas ici, parce que beaucoup de choses n'apparaissent pas dans l'interface graphique. Elle est assez simplifiée, le wizard. C'est qu'on peut désormais venir avec son propre CNI. Ça, on a eu beaucoup de demandes. Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé du Multus ou du Cilium. Il y a Calico aussi, non? En fait, on peut venir avec n'importe quel CNI. Ouais. On a une fonction qui s'appelle Bring on CNI. Ça veut dire qu'en gros, on va démarrer un cluster, mais qu'il aura 0 réseau qui marche. Et après, c'est vous qui installez le CNI que vous voulez dessus. Par contre, c'est vous qui supportez les problématiques de réseau. Là encore, Ouais, on effectivement. supporte. Mais du coup, on peut venir effectivement avec du Calico ou autre chose. On peut rendre le cluster privatif, c'est-à-dire ne pas exposer l'API serveur. Et donc y accéder par un bastion ou par un VNet ou par autre chose. On peut verrouiller également les IP qui ont le droit de se connecter à l'API serveur. Et puis on peut installer des plugins de Network Policy. Donc il y en a deux, soit celui d'Azure, soit celui de Calico. Et donc du coup, on peut faire des Network Policy. Là encore, après, en fonction des combinatoires qu'on va, il y a des choses qui seront compatibles les unes avec les autres. Et bien après, dans les zones d'intégration, on peut avoir l'intégration par exemple avec une container registry. Là, si je sélectionne, par exemple, ma container registry qui est ici, eh bien, par cette sélection, en fait, je vais autoriser du coup le cluster Kubernetes à aller chercher des images dans cette container registry, chose que je n'ai pas fait tout à l'heure quand j'ai fait ma web app, ce qui était une erreur. Du coup, ça n'a pas marché. Intégration avec Azure Monitor. Donc là, il va installer en fait des agents pour collecter l'information et la mettre dans un puits de log. Ça tombe bien, j'en ai un puits de log ici. Et puis, on peut également faire de la gouvernance sur un cluster Kubernetes. Donc, en gros, appliquer des règles de bonne conduite. Alors, techniquement, derrière, en fait, on va utiliser Azure Policy pour définir ces règles. Pas Azure Kubernetes, mais Azure Policy. Il y a des choses écrites Azure, des fois, il n'y a pas écrit Azure. Et donc, dans les policies ici, quand on regarde les definitions, en fait, on a fait tout un ensemble de definitions pour Kubernetes. Par exemple, dire, on va tous les décocher, on va chercher Kube, qui doit être voilà, ici. Merci. Voilà. Kubernetes, voilà. Et donc là, on a des choses, par exemple, voilà, Kubernetes doit utiliser Azure CNI. Donc voilà, c'est des contraintes d'utilisation derrière. On doit utiliser du flux.
Je sais pas, là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Les requests, par exemple. Voilà. Ça, c'est un classique. On dit que les containers qui sont exécutés dans des cubes, en fait, les pods ne devraient pas être déployés si on ne leur donne pas des CPU request et des CPU et des mémoires et des CPU limit ou des mémoires request, mémoire limit. Ça aide le scheduler de Kubernetes à bien dispatcher. Donc ça, par exemple, on a déjà une règle qui est pré-créée et qui permet de faire ça. Alors, en fait, en arrière-plan derrière, j'espère que je n'ai pas perdu mon image. Voilà. Donc là, si j'active le Azure Policy ici, en fait, il va installer pour moi automatiquement derrière un gatekeeper. Et un gatekeeper, en fait, c'est un admission controller qui est associé à Open Policy Agent, en fait. Et donc, en gros, les formats d'Azure, ce que vous allez saisir dans Azure Policy, quand vous allez créer votre policy, automatiquement, ça va s'appliquer par les mécanismes classiques de Kubernetes. C'est juste qu'on vous l'a packagé, vous ne le voyez pas, mais c'est ça derrière. Et puis, partie avancée, on peut activer les secret stores CSA driver pour accéder à des key vaults directement depuis les pods. Et puis après, on peut changer de différents petits trucs. Donc là, en fait, ce qu'on a vu ici, usage, machin, on a compris. Allez, hop, preview. Et on lance la création de tout ça. Ce qu'on a, donc là, en fait, on a vraiment vu, en fait, on a gratté que le haut du panier des options de déploiement, hein, parce que quand on commence à regarder la CLI, généralement, en fait, quand on fait de l'AKS, on fera soit du Terraform, soit la ligne de commande Azure. Et la ligne de commande Azure, donc AZAKS, quand on regarde les options sur le create, qui est ici, voilà, on voit toutes les options qu'on peut avoir et elles sont juste monstrueuses. Il y a vraiment pas mal de choses. On essaie là pour le coup, c'est un service qui est extrêmement extrêmement dynamique, je dirais volatile, mais extrêmement dynamique. C'est le service qui a eu la plus grosse adoption de tous les services d'Azure dans les 18 premiers mois. Et globalement, on a de plus en plus de clients qui l'utilisent. Alors après, comme la combinatoire elle est grande, on a plein de scénarios d'utilisation un peu différents et de manière de le déployer différents, des fois bien, des fois pas bien. Mais là, pour le coup, l'équipe, elle marche bien. On a un des 3 cofondateurs de Kubernetes, qui est Brendan Burns, qui est en fait en charge des équipes là-dessus. Et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont une approche très open source. Si vous allez sur github.com/azure/aks, et bien là, vous avez un changelog de tout ce qui se passe dans Azure. Et le changelog, il est vraiment mis à jour régulièrement. Donc là, c'était le 31-10, 24-10, 17-10. Donc vous voyez, toutes les semaines, en fait, toutes les semaines, ils font des choses. Donc voilà, ils documentent vraiment très très bien tout ce qu'ils font, tout ce qui arrive en preview, etc. derrière. Tout à l'heure, je parlais des images. Par exemple, si on prend l'image Ubuntu, donc elle est mise à jour régulièrement, et quand on a le détail de ce qui est installé à l'intérieur, donc tous les composants qui ont été mis dans cette version-là, les images qui ont pu être installées, etc. Donc tout est vraiment, c'est ultra clair derrière, au point même d'ailleurs que la roadmap en fait d'AKS, en fait, elle est ici. Si vous allez sur la roadmap, là, on vous dit ce qu'il y a dans le backlog, ce qui a été committé, ce qui est en cours de développement, ce qui est en public preview, et puis du coup, ce qui a été réalisé après. Voilà. Donc là, pour le coup, l'équipe, elle est très transparente, hein, et elle bosse plutôt bien, et ça évolue bien, et il y a vraiment des nouveautés quasiment tous les mois, voire beaucoup plus. Voilà. Alors, du coup, là, je ne sais plus, j'ai lancé mon cluster ou pas, donc, voilà. Et donc, du coup, on a un service ici qui est là, qui est taillable selon vos envies, parce qu'on a vraiment un nombre d'options qui est assez impressionnant. La contrepartie de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'options à comprendre. Donc, du coup, quand on est face à dire j'ai besoin de déployer un cluster Kubernetes et que vous avez ce genre de toute option disponible, vous dites du coup, je prends quoi? Et là, effectivement, c'est là où il faut des gens qui connaissent un peu le monde Kubernetes et qui savent également où ils veulent aller pour déployer leur cluster et comment l'utiliser derrière. Donc, c'est l'inconvénient de la solution, entre guillemets, c'est que comme elle est très riche, on peut faire un peu ce qu'on veut, beaucoup de gens sont des fois un peu perdus à l'intérieur parce qu'il y a vraiment plein d'options. Il y a peu de gens en fait qui ont une vue holistique comme celle-ci en fait de trucs. Donc ça, c'est une carte que je republie régulièrement, qui est disponible en ligne, hein, qui est cliquable. Je peux vous la retrouver si vous la voulez, je peux la mettre dans le chat. Mais sinon, je la publie de manière régulière parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent dedans. Donc, je sais pas, par exemple, une des dernières nouveautés qui est arrivée, c'est Image Cleaner for AKS.
qui est une mécanique en fait qui va nettoyer sur les worker nodes en fait les vieilles images de containers qui avaient été poolés en fait sur les machines. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Dans les autres nouveautés qu'il y a eu par exemple annoncées récemment, c'est que sur la partie pod autoscaling, donc on a Keda éventuellement, on a Keda qu'on peut installer de manière très simple, c'est juste une option qu'on active et Keda est installé pour vous. On vient d'annoncer là le support et l'intégration pareil en mode assez simple de vertical pod autoscaler. Voilà. Donc ça bouge en permanence. C'est le côté bien parce que finalement créer un cluster, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le manager, il va falloir faire les montées de version, parce que les montées de version de Kubernetes, à part on peut l'automatiser, mais globalement dans la vraie vie, on va plutôt quand même qualifier un peu avant de faire les montées de version. Les montées de version, effectivement, elles sont simples à faire parce que techniquement c'est un bouton ou une ligne de commande. La difficulté derrière, elle est plus dans les composants qui vont tourner côté applicatif, entre guillemets, et voilà. Donc ça s'opère aussi. Mais pour le coup, voilà, avec un AKS, on a une liberté de choix dans l'usage des composants. Je sais pas, je prends un ingress controller, par exemple, un ingress controller. Je peux prendre un service manager comme Azure Application Gateway, ou je peux simplement faire prendre un Nginx ou un Envoy ou n'importe quelle solution, quoi. Donc ça, c'est le bon côté, mais ce côté-là, je pense qu'il est. Enfin, il ne faut pas commencer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est bien de commencer par une web app quand on fait juste les bases d'une application container ou une Azure Container App avant de rentrer dans la grosse machine qui est AKS, que là, ça fait un peu de boulot pour le coup. Voilà. Ok. Je ne sais plus. Ah, oui, on est à la fin. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est super, mais malheureusement, J'ai quasiment fait le tour, je crois que je les ai à peu près tous racontés. Ah, j'ai pas parlé du service Azure Container Registry, qui est une Docker Registry as a service. Mais voilà, c'est là pour le coup, vous avez votre Docker Registry privative dans lequel vous mettez vos images. Et ce qu'il faut retenir de celle-ci, c'est qu'on peut la connecter à d'autres registries et qu'on peut également faire du build d'images dans cette registry. C'est-à-dire que si vous avez des postes, je sais pas, par exemple, vous avez un poste d'entreprise qui a été verrouillé par l'IT qui ne vous permet pas d'installer un Docker ou de faire un Docker build dessus. En fait, la Azure Container Registry, on peut lui dire fais le Docker build entre guillemets dans le cloud et stocke après dans ta registry. Ça s'appelle une task. Voilà. Et donc on a des notions d'agent derrière, etc. Là, je crois qu'on a fait à peu près le tour très rapidement des services de container, un peu en mode bordel, mais voilà. non, mais c'était l'idée d'avoir une vue globale de tout ce qui était proposé sur Azure, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, bon, Je ne sais pas comment on arrête le share là-dessus. ah, C'est pas grave, tu dois avoir un bouton au milieu, je pense, non? Donc, peut-être. messieurs, alors, merci à Stan pour son intervention, c'est super top. Je vous l'évoquais tout à l'heure, on va mettre deux t-shirts à gagner. Du coup, j'ai deux petites questions. Alors, le but, c'est que vous écriviez la réponse, si vous l'avez évidemment, dans le chat. Comme ça nous permet d'identifier tout de suite le Désactiver gagnant. le chat, hein. Ah mince! Attends, Je sais pas, moi je peux pas. Moi j'arrive pas. Ouais, il y a test. Ah. Ah, Ouais, regardez voir. désactiver de niveau, ouais. C'est bon? attendez. Est-ce que c'est bon? Tout le monde arrive à faire oui dans le chat. Alors, ouais, Ouais. tester. Moi je vois pas, je sais pas, c'est pas grave. Moi, j'arrive pas non plus. Bon, bah, à la rigueur, on va le faire. On On va va faire pas ça. jouer, c'est pas grave. Si, on va jouer, mais à la voix, quoi. À la voix. Donc, Stan a évoqué tout à l'heure le nom d'une distribution Linux Microsoft qui est une alternative à Ubuntu sur AKS. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette distribution? Ah, je vois laquelle, mais je l'ai pas retenue. Ouais, pareil. Bon, passons à une autre question. Plus facile, s'il te plaît. Plus facile. Quelle est la couleur du t-shirt de Stan? Non, je déconne. Non, c'est facile, ça. C'est toujours la même couleur. Non, Stan évoquait en intro le premier service qui avait été mis à disposition. Alors, je ne parle pas de l'extension qui avait été mise en place sur la VM, mais il a évoqué un service qui était le premier à pouvoir faire du conteneur. Est-ce que vous vous souvenez du nom? En mode orchestration. En mode Une orchestration. VM là. Ouais. Azure Container Service? Je sais pas. Yeah, Ouais, ça? exactement. ACS, ouais. Exactement. Exactement. Top. Donc, c'est Jonathan qui a répondu, c'est ça? Oui, c'est ça.
Ok, super. Allez, Si, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat pour la distribution Linux. Mariner. Effectivement, CBL Mariner, pas plus précis. Ah, bon, bah, je ne vois pas, alors Moi non plus. je sais pas qui est-ce qui a répondu. C'est Marcelin qui a répondu. Bon, bah écoutez, et Marcelin et Jonathan, vous aurez droit à un t-shirt. Donc merci à vous. À la rigueur, Marcelin et Jonathan, restez juste quelques minutes que je prenne vos adresses. Merci Stan pour cette Ouais. brève merci beaucoup. introduction au Rapide. conteneur sur Azure. Rapide, mais bon, en même temps, on n'avait qu'une C'est heure. intéressant. Merci à tous et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain Azurex. Et merci Arnaud pour l'invite aussi. Merci. De rien. Allez, bonne journée à Au revoir. tous. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, à plus.